Vous écoutez Du pain sur la planche, le podcast qui vous plonge au cœur de la filière forêt-bois. Je suis Delphine Gardin et mon quotidien, c'est d'aider les acteurs de ce secteur à mieux communiquer. Qui sont-ils ? Pourquoi le bois est une ressource clé pour relever les défis de la transition écologique ? Si toutes ces questions vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Ici, une fois par mois, et sans langue de bois, je vous emmène à la découverte de cet univers et de ses experts. L'homme fait énormément d'étapes pour réussir la plantation. Aujourd'hui, on retourne au salon Forexpo pour rencontrer Loïc Iffa, directeur des opérations de Forélite, une pépinière qui produit près de 20 millions de plants forestiers tous les ans. Avec Loïc, on a parlé du quotidien d'une pépinière, des métiers qui la font tourner et de l'innovation, qu'elle soit dans les machines, les méthodes ou la génétique des essences pour rendre nos forêts plus résilientes face aux enjeux du changement climatique. Un échange concret, passionnant, qui montre comment la forêt de plantation de demain prend racine dès aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour Loïc. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On est au cœur de la forêt des Landes, à Forexpo, pour enregistrer un nouvel épisode du podcast Du pain sur la planche. Forexpo, c'est un lieu emblématique pour tous les acteurs de la filière forêt-bois, dont vous faites partie, puisque vous êtes directeur des opérations dans la pépinière Forélite. Déjà, je vous remercie de prendre ce temps-là pour échanger avec moi. J'ai plein de questions à vous poser. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je suis Loïc Iffa, je suis le directeur des opérations de la pépinière forestière qui s'appelle Forélite. Pépinière forestière qui est basée dans le Médoc, qui est basée dans les Landes et qui est basée dans la Vienne. On a 3 sites de production et on produit des plants forestiers issus de semis sur 2 des sites, celui de la Gironde et celui des Landes. Et sur celui de la Vienne, on produit du plant de peuplier. Et donc vous êtes ingénieur horticole. Vous êtes à la base pas forcément issu de la filière forêt-bois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes arrivé à travailler pour Forélite ? Alors, je suis ingénieur horticole. Le métier de pépiniériste forestier, c'est un métier de production de plants là, dans ce cas-là, forestiers. Mais c'est la même technique de production, les mêmes techniques de production que produire des plants de légumes. Par exemple, un plant de melon, un plant de tomate, que tout un chacun peut acheter. Une graine de tomate, ça se sème. Une graine de pin maritime, ça se sème. C'est la même stratégie et la même technique. Et donc, il y a des formations en France. Il y a une formation en horticulture qui est située à Angers et qui permet de former des ingénieurs et des techniciens sur ces techniques et ces outils de production d'aujourd'hui, d'hier et puis de demain. Il y a une formation à Angers, mais il y en a d'autres en France ou c'est la seule ? Sur la formation d'ingénieur, il n'y en a qu'une en France. D'accord, ah oui, c'est hyper spécifique. Concrètement, à quoi ça ressemble au quotidien, votre métier de directeur d'opération ? Alors le métier de directeur des opérations sur la pépinière, ça consiste à manager chaque responsable de production des 3 sites de production. Donc sur chaque site de production, il y a un responsable de production qui a comme mission de produire les plantes, de les semer et de les élever, sachant que c'est des métiers saisonniers. Donc ça veut dire qu'on a des périodes où on va semer des graines, il y a des périodes où on va les commercialiser. Dans le métier de directeur des opérations, c'est aussi la partie gestion de l'entreprise. Suivi des coûts de production, suivi des entrées de personnel pour gérer cette activité saisonnière. Et puis la relation aussi commerciale et logistique avec l'ensemble des clients et le principal client et actionnaire de Forélite qui est la coopérative Alliance Forêt-Bois. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais à qui vous vendez ces plants ? Donc ces plants sont vendus en très grande majorité à la coopérative Alliance Forêt-Bois, qui est donc Forélite est une filiale de la coopérative qui intervient sur l'ensemble du grand ouest du territoire français. Ça veut dire que ce domaine d'intervention de la coopérative Alliance Forêt-Bois large prévaut aussi une capacité de production de Forélite sur un panel d'essences assez large. Les essences qu'on peut mettre aujourd'hui et qu'on pourra mettre demain sur le territoire du Massif landais dans lequel on est présent pour Forexpo, c'est pas le même que celui du territoire du Limousin ou de la Normandie, avec les images que chacun peut avoir de chacun de ces paysages forestiers et de ces environnements forestiers. Donc il faut qu'on soit capable de produire, d'élever, de livrer en temps et en heure en fonction de chaque saison sur chacun de ces territoires-là. Et ça fait partie du métier de directeur des opérations avec l'ensemble des collaborateurs qui sont présents sur le site. Et alors aujourd'hui, Forélite produit combien de plants tous les ans ? Donc on sème aux alentours de 20 millions de graines ou de plançons de peupliers tous les ans sur l'ensemble de nos sites. On fait des cultures qui durent une seule année. Entre le moment où on sème la graine et le moment où on va planter le plant, il se sera passé
au maximum 1 an. D'accord. Voilà. Il y a des espèces qui sont sur 4 ou 5 mois, d'autres qui sont sur 9 ou 10 mois. Et alors concrètement, comment ça se passe? Du moment où vous récupérez les graines, comment on récupère les graines? Et puis après, comment ça se passe pour obtenir les petits plants là, que j'ai pu voir sur votre stand? Donc sur le stand de Forexpo, on a présenté un peu l'ensemble des essences qu'on peut produire sur Forélite. Et une majorité de ces espèces proviennent de vergers à graines. Donc un verger à graines, c'est comme un verger de pommes. D'accord. C'est un peu dans la même image, c'est-à-dire qu'on a des arbres qui vont produire, et on prend le cas du pin maritime parce qu'on est dans la forêt landaise aujourd'hui et puis sous les pins avec les oiseaux qui chantent, mais on vient récolter les pommes de pin. Okay. Et on vient les récolter dans ces espaces qui sont des vergers à graines. On va monter dans les arbres. Alors de deux façons, soit avec des grimpeurs élagueurs qui montent dans les arbres, soit avec des nacelles qui vont nous permettre d'élever les opérateurs pour aller faire tomber les cônes qui sont accrochés dans les arbres au sol. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut récupérer les graines qui sont à l'intérieur des pommes de pin. Elles sont coincées à l'intérieur des pommes de pin. Des pommes de pin, on en a sous nos pieds là actuellement. Et il ne faut pas que les pommes soient ouvertes. Donc on va les ramasser fermées entre le mois de janvier, février et mars de chaque année. Et on va les faire tomber au sol et on va les mettre dans des sacs qui seront scellés par l'administration forestière française avant de les sortir de ces espaces qu'on appelle les vergers à graines pour les amener ensuite dans une sécherie où on va faire ouvrir les pommes de pin. Donc ce que vous entendez quand vous êtes au mois de mai, juin et juillet, quand vous venez en vacances sur le territoire landais et sur la côte landaise, ça fait clac, clac, clac. En fait, c'est ces pommes de pin qui s'ouvrent et c'est à ce moment-là qu'on libère les graines qui sont dans les pommes de pin. Donc c'est ce qu'on fait dans les sécheries. Et là, on va commencer à récupérer les graines qui sont dans ces pommes de pin. On va enlever les ailes, parce que sur le pin maritime, les graines sont ailées. C'est la méthodologie pour cette espèce-là de dispersion, d'étalement. Et ensuite, on va dézéler, nettoyer, trier et préparer les graines pour pouvoir les semer. Et nous, dans le cas du pin maritime, on sème les graines de pin maritime entre le mois de mai et le mois de juin de chaque année pour commencer à planter les premiers plants au mois d'octobre de la même année. Donc il n'y a pas de temps de latence d'une année sur l'autre, c'est les graines qui sont récupérées en janvier qui sont semées directement l'année suivante. Alors non, ce qu'on fait c'est qu'on les stocke 1 an au frigo pour leur faire reprendre un froid d'hiver normal. Donc souvent ce qu'on sème actuellement c'est les graines de l'année d'avant et de l'année encore d'avant. Sur du pin maritime, mais ça dépend des espèces forestières. Il y a des espèces forestières qui ne se stockent pas, c'est-à-dire que les graines on est obligé de les semer, on les récolte, on les sème. Sur le pin maritime on peut le stocker et on peut stocker ces graines-là pour les utiliser à façon et au fur et à mesure. Ok, donc une fois qu'on a ces graines, on les sème et après j'imagine qu'il y a aussi des opérateurs qui travaillent pour que le plant soit en bonne forme, j'ai entendu ce terme tout à l'heure. Oui, tout à fait. En fait, la première étape, c'est l'étape de semis. Donc on va venir positionner, prendre cette graine-là avec une machine qui va venir la poser dans les alvéoles, dans les plaques, pour positionner une graine pour faire un plant demain qui va germer entre 6 et 8 semaines et à partir de là on va devoir suivre les plants pour savoir s'ils poussent bien, s'ils vont bien, on les arrose, mais c'est aussi le suivi de désherbage pour s'assurer qu'on n'ait pas de mauvaises herbes qui prennent le pas sur la culture et sur ces espèces-là. Ça va durer entre 2 et 3 mois et ensuite on va commencer à préparer les plants dans le cas du pin maritime, donc à les extraire des plaques et à les livrer et à les apporter sur les chantiers de plantation forestière. Moi j'ai entendu différents termes, je crois qu'il y a la technique du godet, la technique de la motte. Est-ce qu'on peut rapidement expliquer les différences et puis les intérêts des différentes techniques? Alors la production française, on va aller un peu en dehors du pin maritime, mais la production française de plants forestiers, mais même à l'échelle européenne, se fait selon deux grandes techniques. La technique de plan godet et motte, donc c'est une technique, et la technique de plan racine nue. D'accord ? Et ça c'est hors des peupliers qui sont une essence très particulière. Donc la technique de plan en racine nue, qui est la technique historique, elle consiste on sème les plants en pleine terre, on les élève 1 an, 2 ans ou 3 ans en fonction de chacune des essences, et on vient les arracher, les soulever, et on va livrer des plants racines nues, donc sans sol, et c'est ça qu'on va planter. Donc les plants en racine nue, on va pouvoir les planter dès le moment où les feuilles sont tombées, et avant que les feuilles ressortent après le printemps. On peut stocker ces plants-là en frigo. Donc ça, c'est la technique qui est principalement utilisée pour les feuillus et quelques essences résineuses, typiquement par exemple les Douglas, les mélèzes. Voilà. Et la deuxième technique, qui est la technique utilisée par exemple sur le pin maritime, mais qui est utilisée sur d'autres essences, aussi le Douglas, mais aussi d'autres feuillus, c'est la technique en godet, c'est-à-dire qu'on va produire dans un sol qui s'appelle un substrat. D'accord ? Et ce sol-là, et c'est aussi ça où on a besoin d'avoir des formations techniques spécifiques, et typiquement formation d'ingénieur horticole, pour pouvoir produire
une culture dans ce substrat-là, qui permet la bonne croissance du système racinaire, la bonne alimentation en eau et la bonne alimentation en éléments nutritifs. Une plante, c'est comme un être humain. Si je ne vous donne pas d'eau, vous allez avoir des difficultés. Si je ne vous donne pas à manger, vous allez avoir des difficultés. Donc il faut trouver le bon compromis pour que la plante ne pousse pas trop, pousse bien et surtout puisse arriver en forêt où il va lui arriver tout un tas de choses et surtout elle doit être autonome et résister à tous les aléas qui pourront lui arriver. Donc c'est 2 grandes techniques de production, plan en godet et en motte et plan du coup en racine nue. D'accord, bon, c'est très instructif. Vous avez parlé de votre formation d'ingénieur horticole, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres métiers au sein de la pépinière. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu rapide des différents métiers et puis peut-être des formations Il est important quand même de souligner que toute cette activité-là ne fonctionne pas sans les hommes et les femmes qui font partie des entreprises. Et typiquement dans une pépinière forestière, donc il y a ce que je vous ai dit, le métier de responsable de production, responsable de site. Il y a le métier aussi et les métiers de chef d'équipe, chef d'équipe qui vont manager l'ensemble des opérateurs qui vont travailler sur les sites. Au niveau de Forélite, un des métiers importants, c'est les métiers de cariste et manutentionnaire. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on cherche à absolument, via l'innovation, réduire la pénibilité des opérations et des postes. Et donc, on mécanise la manutention avec des outils et des engins de manutention sur toutes les opérations qu'on peut mécaniser. On essaie d'en mécaniser un maximum pour limiter le port de charge. Et ensuite, il y a les ouvriers pépiniéristes polyvalents, des ouvriers qualifiés et des ouvriers manœuvres aussi qui viennent en saison nous accompagner sur l'ensemble des opérations de production. Donc il faut savoir conduire une ligne de production comme une ligne de fabrication, je sais pas, de compote. Par exemple, c'est un peu le même fonctionnement. Donc il faut savoir démarrer la ligne, caler les cadences, les fonctionnements des machines et en même temps retourner sur d'autres opérations. On a un vrai focus aussi, c'est la polyvalence des postes pour créer de la diversité tout au long de la saison et tout au long de la campagne sur les différents métiers qui permettent à la pépinière de fonctionner. Ça, c'est pour, j'imagine, avoir des salariés qui soient occupés toute l'année finalement, puisque vous avez un métier très saisonnier. Oui, donc l'objectif c'est d'occuper les collaborateurs toute l'année, et puis aussi de créer des métiers et des postes enrichissants. Ouais. Et les choses enrichissantes sont liées aussi à la polyvalence et à la diversité. Alors certains veulent que les mêmes tâches, mais de manière générale, l'idée c'est de répartir en fonction des saisons. Une fois tu conduis la ligne, une fois tu vas être dans la manutention, une fois tu vas être vraiment sur du semi de chaîne par exemple, une fois tu vas utiliser par exemple la machine à paillage sur lequel on a innové et qui est présente ici à Forexpo. Voilà, et du coup tu acquiers des compétences techniques spécifiques et cette polyvalence là aussi pour pouvoir faire plein de choses et puis se remplacer mutuellement pour pouvoir gérer plus facilement les congés ou les absences des uns et des autres tout au long de la saison pour que la production et l'élevage des plants se déroulent de manière la plus fluide possible. Tout à l'heure, vous avez parlé d'innovation, notamment pour améliorer les conditions de travail. J'imagine que l'innovation, elle joue un rôle important au sein de la pépinière sur d'autres aspects. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Alors il y a plusieurs axes. Il y a les axes d'innovation qui se situent spécifiquement sur le site, sur le ou les sites de production, parce que ça peut être des innovations collectives pour les 3 sites ou ça peut être des innovations pour chacun des sites parce que chacun ayant un peu de spécialisation de production. Et ça c'est fait en accompagnement aussi avec les services R&D de la coopérative Alliance Forêt-Bois. Donc l'innovation elle est un peu obligatoire parce qu'on est sur des métiers extrêmement spécifiques et donc il faut trouver des solutions pointues, pas ou peu disponibles sur le marché ou des adaptations. Donc ça c'est en interne sur la mécanisation de manutention comme je disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi de l'innovation sur le végétal. Et là, c'est pas que à l'échelle de Forélite, c'est aussi à l'échelle de la forêt au global. Et l'innovation, ça passe par l'intégration de variétés forestières améliorées, de nouvelles essences et de nouvelles espèces adaptées au changement climatique, par exemple. D'accord, donc c'est à ce moment-là que je peux vous poser ma question suivante, qui était quelle est l'importance de la génétique finalement dans votre travail ? Donc la génétique, ça déjà, c'est
toujours été l'ADN de Forélite et l'ADN de la coopérative Alliance Forêt-Bois, par ses origines sur le pain maritime par exemple. Mais la génétique, c'est un vrai levier d'action sur la résilience des peuplements forestiers, sur la croissance, la production de matériaux bois de qualité pour l'ensemble des industriels, mais aussi sur le sujet du changement climatique. Ça va devenir demain un des leviers d'action mobilisables et à mobiliser pour répondre aux enjeux qui nous arrivent face à nous et qui sont majeurs pour la forêt française, la forêt européenne et plus loin, mais c'est pas notre périmètre, aujourd'hui, quoi. Et comment, moi j'ai du mal encore à me représenter, comment on joue justement sur cette génétique, sur les plants, concrètement, ça se passe comment ? Alors par exemple, un des sujets, c'est le sujet de la migration assistée. Donc il s'agit de regarder les essences qui sont plus au sud, de regarder leur comportement. Alors leur comportement, c'est la résistance au froid, parce qu'il ne faudra pas oublier que le changement climatique, c'est une élévation moyenne des températures avec des pics de chaleur, mais on gardera aussi des conditions froides hivernales avec des gels, donc ça ne va pas devenir les tropiques, ce ne sera pas la Floride. Donc il faut s'assurer que les espèces au sud, elles ont cette capacité à monter, à migrer et à résister sur les 30, 40, 50 ou 100 prochaines années en fonction du type d'essence. Donc identifier des ressources génétiques du sud pour les remonter au nord, donc ce qu'on appellera la migration assistée. Ça peut être à l'échelle d'une espèce, dans une espèce de trouver des populations et des génétiques de populations qui ont cette capacité de mieux résister. Mais ça peut être aussi, dans l'aspect génétique de migration assistée, de trouver d'autres espèces et d'avoir un côté disruptif, donc chercher une nouvelle essence pour remplacer une essence qui aujourd'hui est en difficulté climatique. Et il y a des essences qui sont aujourd'hui en station et qui ont une capacité, une élasticité aussi à le supporter, mais peut-être que l'amélioration génétique dans l'espèce permettra de mieux s'adapter demain au coup de chaud par exemple, ou à l'élévation de la température moyenne. Bon, c'est vrai que vous avez parlé des aléas climatiques. Tous les ans, on a un bilan de la reprise des plants qui est réalisé par le département santé et forêt, il me semble, du ministère. En 2022, il me semble que ça a été assez catastrophique. 2024, c'était plutôt favorable. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi sont dus ces écarts et puis quels sont les principaux facteurs qui influencent la survie des plants ? Alors, il y a plein d'éléments qui influencent la survie des plants. La survie des plants, elle est liée au statut hydrique des plants quand ils arrivent en forêt. Ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai dit il faut que les plants ils soient résistants, tolérants et adaptés et acclimatés à la plantation forestière. Donc, il faut qu'ils aient un niveau d'humidité dans les mottes, par exemple, quand on parle des mottes, parce que quand ils vont être plantés, il se passera ce qui se passera. Il pleut, il pleut pas. Il faut qu'ils arrivent à reprendre. On n'arrose pas en forêt ? Non, on n'arrose pas en forêt, en tout cas dans les forêts françaises, à la plantation. Il y a le sujet de la préparation de sol et des antécédents techniques qui rentrent en ligne de compte. Et ces sujets-là peuvent être un sujet de réussite ou pas des plantations. Il y a les essences aussi qu'on peut positionner. Il y a des essences qui sont plus ou moins tolérantes aux aléas. Il faut quand même noter que 2022, c'est l'année des incendies, c'est l'année des 4 canicules successives à peu près partout sur le territoire français. Et un des facteurs qui rentre en ligne de compte sur la reprise, c'est la capacité à avoir de l'eau ou pas d'eau via des orages ou des pluviométries régulières et réparties. Et 2022, ça n'a pas été le cas, contrairement à, par exemple, 2024. Et c'est un des facteurs qui influence fortement la reprise, tenant compte des éléments techniques cités précédemment qui jouent et qui doivent être mis absolument en œuvre pour la bonne réussite des plantations forestières, quoi. C'est pour ça que c'est important quand on voit ces démonstrations là, comme hier, de préparation de sol. En fait, c'est hyper important pour que les plants reprennent bien, quoi. C'est ça, tout à fait, de bien gérer les rébanants, de bien gérer la préparation du sol pour éviter les poches d'air, de bien préparer son sol avec les bons outils. Un outil est adapté à une station, un type de sol, et donc il faut bien choisir ses choix d'itinéraire technique pour réussir ses plantations. Et alors, on a vu des solutions mécanisées, mais c'est vrai que la plantation, aujourd'hui, elle se fait encore à la main, non, il me semble ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, une machine, elle fait des tâches unitaires. Souvent, une machine, on lui demande de faire une somme de tâches unitaires, mais chaque étape pour la machine est une étape qui vient se cumuler à la suivante. La plantation, le sujet, c'est qu'en fait, l'homme fait énormément d'étapes pour réussir la plantation. Dans les étapes de plantation, c'est la distance des plants les uns par rapport aux autres. Et ça, l'homme est capable de le gérer de manière
instantanée en même temps, c'est-à-dire la distance par rapport à la ligne précédente et la distance par rapport au plan précédent et la distance par rapport au plan suivant. Capable de planter, tasser et adapter sa force de plantation en fonction de la nature du sol à l'instant T, de décaler sa plantation parce qu'il y a un morceau de bois, parce qu'il y a une souche, parce qu'il y a un rocher, en fonction des contextes, des types de sol. Ici, les rochers dans le massif landais, c'est pas le sujet, mais sur d'autres stations, ça peut être le cas. Et de gérer le tassement en même temps qu'il est en train de préparer l'étape suivante. Et il est plus mobile dans sa capacité à se déplacer sur la parcelle. Et en fait, aujourd'hui, les machines de plantation, elles sont en cours de développement, de travail et compagnie, mais elles doivent répondre à l'ensemble de ces critères que l'être humain aujourd'hui réussit dans un même pas de temps à gérer en même temps pour que la reprise soit bonne. Et un des sujets de reprise, par exemple, dont on discutait, c'est la qualité du tassement. Il ne faut pas qu'on tasse trop fort, sinon on casse les racines. Il ne faut pas qu'on oublie de tasser, sinon il y aura des poches d'air. Et du coup, on aura un problème de reprise. Et ça, les réglages et cette finesse-là et cette adaptation-là, elle est dépendante de la qualité de l'être humain de prendre en compte un certain nombre de paramètres environnementaux, quoi. Par exemple, les plants arrivant, il y a une caisse pas mouillée, l'être humain décidera de ne pas la planter et de la ramener au dépôt pour la réarroser. La machine, elle ne va pas se poser de questions, elle plantera toutes les caisses à la suite. Elle ne fera pas cas de ce genre de détail, mais qui sera pas un détail parce que ça jouera sur la reprise de la plantation dans le chantier. Ok, donc c'est des gestes vraiment techniques qui demandent la précision que seul un être humain peut apporter aujourd'hui. Oui, et puis de l'adaptabilité. Et la machine, l'adaptabilité, c'est pas toujours son fort. On va parler de la forêt de demain parce qu'on sait que la forêt, elle est à la fois une solution face au changement climatique, mais aussi une des premières victimes. Selon vous, à quoi elle va ressembler la forêt dans 30 ou 40 ans ? Alors ici, on est dans le massif des Landes, mais peut-être plus à l'échelle nationale. Ce sera une forêt qui doit être et qui doit prendre en compte le changement climatique. Un des enjeux, c'est ça, et les conséquences aussi du changement climatique. Cette forêt, elle doit répondre à ces enjeux-là. Elle doit répondre aussi aux enjeux de fourniture et d'approvisionnement en matériaux bois construction, et l'intérêt aussi de ce matériau bois construction dans nos usages, mais aussi de la forêt pour stocker du carbone vis-à-vis des augmentations de taux de CO2, parce que, je rappelle, une plante capte du CO2, et on stocke ce CO2 dans le bois. Donc il faut des espèces qui arrivent à produire du bois pour stocker du carbone, mais pour ça, il faut des essences qui soient adaptées à la station d'aujourd'hui avec le climat de demain. Et ça, vous en avez des essences qui répondent ? Alors c'est pour ça qu'on travaille sur un certain nombre de programmes, dont un programme qui s'appelle îlots d'avenir et parcelles d'avenir pour mettre en place des essences et préparer les essences d'avenir en s'appuyant aussi sur des travaux qui ont déjà été menés il y a 10, 15 ou 20 ans et où on a commencé à avoir du recul et des réponses de ces espèces-là suite au climat de 2022 par exemple qui a été quand même particulièrement rugueux pour les essences forestières, avec des implantations qu'on cherche à avoir partout sur le territoire français. Parce que ce qui se passe à 700 mètres d'altitude versant sud, c'est pas ce qui se passe à 500 mètres d'altitude versant nord, avec un sol superficiel ou un sol profond, un sol engorgé ou pas. Il faut trouver les réponses face à tout ça. Et l'analyse stationnelle, ça restera un levier pour la forêt de demain. Et donc les essences, on peut en avoir une ou deux noms ? Alors dans les essences aujourd'hui qui ont beaucoup évolué, c'est-à-dire des essences qui étaient peu présentes en plantation et qui aujourd'hui prennent de l'ampleur. C'est le cèdre de l'Atlas par exemple, c'est le chêne pubescent, mais d'autres essences qui restent demain une des réponses au changement climatique, c'est le pin maritime qui est aujourd'hui dans le nord de son aire de répartition naturelle parce qu'il descend jusqu'au Maroc. D'accord. Et donc il fait partie aussi des essences intéressantes pour répondre au changement climatique. Voilà. Et d'autres essences qui déclinent, on prend le chêne pédonculé par exemple, le hêtre, l'épicéa qui décline de manière significative parce que moins ou plus adapté dans un certain nombre de stations françaises. Pas partout, il faut avoir une vision technique et d'analyse stationnelle. Ok, bon. On arrive à la fin de cet échange et moi j'aime bien terminer mes entretiens par une question signature qui est la suivante. C'est est-ce que selon vous il y a un cliché sur votre métier ou votre secteur et surtout en quoi il est faux ? Alors,
Un des clichés, un des clins d'œil clichés, ce serait de se dire qu'un forestier, un forestier ou un pépiniériste forestier, c'est un homme ou une femme avec une chemise à carreaux, une barbe, un peu bourru, qui reste dans son coin et qui travaille tout seul. En tout cas, sur le sujet de la pépinière forestière, ce cliché il est complètement faux parce que la pépinière forestière ne marcherait pas sans les hommes et les femmes qui travaillent à Forélite. On est quand même quasiment 40 personnes à travailler sur l'ensemble des sites de la pépinière. Donc ça peut pas être quelqu'un d'isolé qui travaille tout seul. Et puis l'événement d'aujourd'hui le confirme. Alors j'ai pas vu beaucoup de chemises à carreaux et puis on est très nombreux aujourd'hui voilà, à se rassembler. Et puis c'est un métier aujourd'hui qui c'est pas qu'un métier d'homme. Ça devient aussi un métier de femme, qui se féminise sur tous les postes et toutes les missions, que ce soit conducteur de machine, que ce soit planteur, que ce soit responsable de production aussi en pépinière. Donc c'est pas qu'un métier, dans ce cliché, un métier d'homme entre hommes. Chez Forélite, la proportion d'hommes et de femmes aujourd'hui, on a à peu près 30% de femmes dans les effectifs. Ce qui est bien au regard de la filière en général, où je crois qu'on est plutôt à 18%. Au regard de la filière, voilà. Et quand je suis arrivé, on était à 10-12% de femmes, et principalement dans les postes administratifs. Donc et aujourd'hui, on a des femmes sur l'ensemble des process de production de l'entreprise. Ça évolue dans le bon sens. Ça évolue significativement et ça apporte tout cet équilibre et toute cette technicité-là. Aujourd'hui, d'autant plus qu'on a de plus en plus d'essences différentes en production et donc de technicité, de savoir-faire, de minutie qui rentrent en ligne de compte dans l'ensemble des process pour produire des plants de qualité. Bon, très bien. Merci beaucoup Loïc pour cet échange. C'était passionnant. J'aurais encore plein de questions à vous poser, mais je sais que vous êtes assez pris sur votre stand. On vous attend, donc je vais vous laisser retourner sur votre stand à Forexpo. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Merci. Vous venez d'écouter Du pain sur la planche. Un grand merci à mon invité pour son temps et son témoignage. Si vous aimez cet épisode, aidez-moi à le faire connaître. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Pour en savoir plus sur cet univers de passionnés, ça se passe sur Instagram, Du pain sur la planche, le podcast. Prochain épisode, le mois prochain. À bientôt!